Au milieu du Pentagone, mon père, un général, hurlait devant ses collègues officiers. Cette langue, c'est totalement inutile. L'armée n'a pas besoin de rats de bibliothèque ramollis. Mon frère se tenait à côté de lui, un sourire narquois sur le visage. Il n'avait aucune idée que ce rat de bibliothèque ramolli était sur le point de devenir leur pire cauchemar. Je m'appelle Nelly Ford. J'ai 35 ans, je suis capitaine dans le corps de la police militaire, de l'armée des États-Unis. Et en ce mardi particulier, j'étais un fantôme. Je me suis assise à la 10e rangée, dans mon uniforme de service. Celui-ci me semblait moins être un symbole de fierté, et davantage une armure, dont le tissu parfaitement repassé, constituait la seule chose qui me maintenait entière. L'auditorium, à l'intérieur du Pentagone, était caverneux et solennel, imprégné de ce genre de gravité institutionnelle, qui vous fait vous sentir minuscule. Des rangées d'officiers décorés, formant une mer de bleu marine et d'or, remplissaient les sièges. Mais pour moi, l'air n'était pas empreint de révérence. Il était épais et lourd, chargé de cette pression étouffante, qui précède toujours une tempête. De ma place, je pouvais les voir, dans la section VIP. Mon père, le général à la retraite Marcus Thorne, une légende vivante, taillée dans le granit et la discipline. À ses côtés se trouvait mon frère aîné, le major Mark Thorne, le fils prodige, diplômé de West Point, destiné à suivre les traces redoutables de notre père. Ils étaient les étoiles, de la constellation familiale des Thorne, brûlant d'une lumière vive et ardente. Je n'étais qu'un satellite terne, attiré dans leur orbite, par la gravité inéluctable de leur nom. Mon père ne m'avait pas regardé une seule fois. Il n'en avait pas besoin. Je pouvais sentir sa présence, comme un poids physique sur mes épaules, un jugement silencieux et constant. Il était là en tant qu'invité de Mark, un témoignage du passé glorieux de l'armée. Mark était là, incarnant son avenir prometteur. Et moi, le capitaine Ford, j'étais présente comme un accessoire obligatoire, la dernière pièce, légèrement décevante, requise pour achever le portrait de la parfaite famille militaire. Respire, me disais-je intérieurement, mes mains gantées, fermement serrées sur mes genoux. Contente-toi de traverser cela en silence. Sois invisible. C'était un mantra, que j'avais perfectionné tout au long de ma vie. La cérémonie s'éternisait. Des médailles furent remises, des discours furent prononcés. Je me suis concentré sur un fil qui dépassait, du siège devant moi, cherchant n'importe quoi pour m'ancrer dans la réalité. Puis, le maître de cérémonie, un colonel bardé de décorations, à la voix polie, s'est avancé vers le podium. Et maintenant, commença-t-il, sa voix résonnant légèrement. Nous souhaitons honorer un officier, dont les contributions uniques, bien que souvent silencieuses, ont eu un impact retentissant. Pour des compétences linguistiques exceptionnelles, qui ont, à de multiples reprises, sauvé des vies américaines, lors de négociations hostiles. Je l'ai senti, avant même de le voir. Un changement subtil dans l'atmosphère, à travers tout l'auditorium. J'ai vu les épaules de mon père se raidir. Son dos, toujours droit comme un i, est devenu une planche de fer massif. Et puis, l'impensable s'est produit. Il s'est levé, non pas pour applaudir, non pas pour partir. Il s'est levé, avec le mouvement brusque et autoritaire d'un homme, qui possède chaque pièce dans laquelle il entre. Il s'est avancé dans l'allée, levant une main, non pas pour saluer, mais pour ordonner l'arrêt. La voix du colonel a vacillé, puis s'est éteinte. Une vague de silence a parcouru la vaste salle. Un millier de conversations et de tout se sont éteintes en un instant. La voix de mon père, ce même rugissement de champ de bataille, qui avait dirigé des bataillons, a tonné dans le système audio dernier cri de l'auditorium. Je dois le dire, a-t-il tonné, son regard balayant les rangées de visages stupéfaits. Il ne s'adressait pas au présentateur. Il s'adressait à l'ensemble de l'armée des États-Unis. Des compétences linguistiques, cette langue, c'est totalement inutile. Un halètement collectif a aspiré l'air de la pièce. Mon sang n'a fait qu'un tour. L'armée a besoin de guerriers, a-t-il beuglé, pointant un doigt en l'air pour insister. Des hommes capables de presser une détente, pas de rats de bibliothèque ramollis. Toutes les têtes, dans cette pièce, se sont tournées. D'abord, ils ont regardé mon père, cette icône de la puissance militaire, puis le colonel déconcerté, resté sur scène. Ensuite, leurs regards ont commencé à glisser sur la foule, un millier de pères d'yeux scrutateurs, curieux, et puis, comme des aimants se fixant sur l'acier, ils m'ont tous trouvé.
Le seul officier dans la salle, qui correspondait à cette description, la fille du général, le rat de bibliothèque. Mon frère Marc, debout docilement aux côtés de notre père, n'est pas intervenu. Il n'avait pas l'air embarrassé. Il regardait simplement la scène se dérouler, un sourire narquois, triomphant et satisfait, étirant le coin de sa bouche. C'était un regard de pure victoire. Mon monde ne s'est pas seulement fissuré, il s'est atomisé. Un bourdonnement aigu a envahi mes oreilles, bloquant les chuchotements choqués, qui commençaient à éclater. Une vague de honte, chaude et cuisante, a envahi mon visage, mon cou, mon corps tout entier. J'étais nu, écorché vive, dans une pièce remplie de mes pairs, de mes supérieurs, de mes subordonnés. Et ma propre famille tenait le couteau. Mais, juste au moment où l'humiliation menaçait de m'engloutir tout entière, une autre voix a fendu le chaos. Elle était tranchante, claire, et irradiait une autorité, qui n'avait nul besoin de crier. Général Thorne. Le général Shepard, le commandant 4 étoiles de l'USASIC, s'était levé de son siège, au premier rang, et marchait maintenant vers la scène. C'était un homme calme et redoutable, dont la réputation s'était construite sur l'intellect, et non sur le volume sonore. Il a fixé mon père, avec un regard dur comme le diamant. Puis, ses yeux ont trouvé les miens, à travers la pièce. « Faites monter le capitaine Ford ici, a-t-il ordonné, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Nous avons besoin de Whisper. Le silence qui est tombé cette fois-ci, était différent. Il était plus lourd, plus profond, teinté d'un respect soudain et sincère. Whisper. Ai-je entendu quelqu'un murmurer, dans la rangée derrière moi. Mes jambes semblaient peser une tonne. Mon corps, sur un lointain pilote automatique, a commencé à bouger. Je me suis levé. J'ai mis un pied devant l'autre, et là, un miracle s'est produit. Alors que j'entamais ma longue marche, dans l'allée, un seul officier, à la 3e rangée, s'est levé, se mettant au garde à vous. Puis un autre, et encore un autre. Dans une vague silencieuse et ondulante, la salle entière s'est mise debout. Des lieutenants, des capitaines, des colonels, et même les autres généraux, dans la section VIP. Ils se tenaient tous là, dans un salut rigide et silencieux. Ils ne se levaient pas pour mon père. Ils se levaient pour moi. J'ai continué à marcher, mon regard verrouillé sur le général Shepard. Je suis passé juste à côté de mon frère, dont le sourire narquois était désormais figé sur son visage, tel un masque grotesque d'incrédulité. Et puis, je suis passé devant mon père. Il se tenait toujours dans l'allée, le corps raide, le visage d'une pâleur cadavérique et effrayante. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu de colère, ni de déception, mais un choc pur et absolu dans ses yeux. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai laissé cette image se graver dans ma mémoire, alors que je marchais vers la scène, vers l'homme qui m'avait appelé Whisper, laissant les décombres de ma famille derrière moi. L'orage avait enfin éclaté. Cette image du visage de mon père, cendré, vaincu, dépouillé de son autorité habituelle, aurait dû être une victoire. Mais, alors que je me tenais sur cette scène, le silence respectueux de l'auditorium résonnant à mes oreilles, je n'ai ressenti aucun triomphe. Au lieu de cela, son expression choquée est devenue une clé, déverrouillant la porte d'un souvenir, que j'avais longtemps gardé sous clé. Le sol poli du Pentagone s'est dissous, et soudain, j'avais de nouveau 17 ans, debout sur le linoléum froid, de notre petite maison sur la base de Fort Riley, dans le Kansas. C'était Thanksgiving. Notre maison, un duplex en bois standard, attribué aux familles de militaires, était remplie des arômes riches et réconfortants, de la tradition américaine. Le parfum savoureux d'une dinde rôtissant lentement. Les douces épices de la tarte à la citrouille de ma mère, refroidissant sur le comptoir. L'air aurait dû être chaleureux, rempli de rire. Mais, dans la maison des Thorne, la chaleur était une denrée rationnée. L'air était froid, raréfié, et fragile à cause de règles tacites. Toute la journée, j'avais serré contre moi un secret, une épaisse enveloppe couleur crème, qui ressemblait à un billet pour un autre univers. C'était ma lettre d'acceptation, de l'université de Georgetown, m'offrant une bourse complète, pour leur programme de linguistique. Ce n'était pas seulement une acceptation, c'était une évasion. C'était mon rêve. Imprimé dans une élégante encre bleu marine. Je l'avais serré contre ma poitrine, mon cœur battant d'une énergie nerveuse et pleine d'espoir, attendant le moment parfait, pour partager mon triomphe, pour enfin gagner une once de cette approbation, qui était si facilement déversée sur mon frère.
Ce soir-là, notre table à manger était bondée de parents, des tantes et des oncles sur leurs 31, gravitant tous autour du centre de gravité de notre famille, mon père. Il était assis en bout de table, un roi présidant sa cour, et à côté de lui, le prince héritier, mon frère Marc, rentré pour les vacances, après sa première année à West Point. Il était le fils, et chaque conversation, était une planète tournant autour de lui. Les histoires étaient interminables, sur son entraînement éreintant, le respect qu'il imposait à ses pairs, les éloges de ses officiers supérieurs. Il absorbait tout cela, avec une confiance humble et calculée, dont je savais qu'elle n'avait rien d'authentique. Je restais assise en silence, picorant mon gratin de haricots verts, sentant ma propre lumière faiblir, jusqu'à n'être plus qu'une ombre, à la table de ma propre famille. J'étais invisible. Enfin, alors que l'on passait les assiettes à dessert, j'ai vu ma chance. Mes mains tremblaient légèrement, tandis que je sortais l'enveloppe, de la poche de ma robe. Ma voix était petite, à peine un murmure. « Papa, j'ai quelque chose. » J'ai fait glisser la lettre, sur le bois poli de la table. Il l'a ramassée, ses yeux jetant un coup d'œil, au prestigieux logo de Georgetown, sans la moindre lueur d'intérêt. Puis, il l'a reposée, non pas dans un espace dégagé, mais à côté de la carcasse graisseuse de la dinde, un endroit réservé aux os jetés, et aux serviettes froissées. Il ne l'a même pas ouverte. Il m'a regardé, son regard plat et peu impressionné. Puis, ses yeux se sont posés sur Marc, et une fierté familière a adouci ses traits. Il a élevé la voix, s'assurant que tout le monde à la table puisse entendre son verdict. Une bourse en linguistique, a-t-il dit, prononçant ces mots, comme s'il s'agissait du diagnostic d'une maladie décevante. Encore des livres, Nelly. Regarde ton frère. Il a fait un geste vers Marc, avec sa fourchette. Il apprend à commander une compagnie d'hommes. C'est ça, l'avenir. C'est ça, la force. Qu'est-ce que tu vas faire, avec un bout de papier comme ça? Traduire pour des touristes, pendant que ton frère défend notre pays. Les bavardages autour de la table ont cessé. Un silence lourd et inconfortable est tombé. Je pouvais sentir mes joues brûler, d'une chaleur si intense, qu'elle m'en a tiré des larmes. J'avais l'impression qu'un millier de minuscules aiguilles me piquaient la peau, alors que je sentais les regards pitoyables de mes tantes et oncles. Ils ont soudainement détourné le regard, fascinés par leurs assiettes vides. De l'autre côté de la table, Marc a simplement haussé les épaules, une parfaite pantomime d'indifférence. Mais je l'ai vu, cette lueur de satisfaction cruelle dans ses yeux. Il avait encore gagné. Le coup de grâce final est venu avec le dessert. Mon père s'est levé, levant son verre de vin. Tout le monde, a-t-il annoncé, sa voix tonnant une fois de plus de fierté. Un toast, au cadet Marc Thorne, la fierté et l'avenir, de la famille Thorne. Un chœur de bravo, et à Marc, a résonné dans la pièce. Les verres ont tinté, dans une célébration joyeuse et éclatante, de la gloire de mon frère. Personne n'a mentionné mon nom. Personne n'a jeté un regard dans ma direction. Mon accomplissement, mon rêve, a été laissé pour mort sur la table. Ma lettre, le bout de papier le plus important de ma jeune vie, reposait là, oublié. Une simple tache sanglante de sauce au canneberge, souillait maintenant le coin de l'enveloppe, comme une blessure. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans ma chambre. Les sanglots silencieux et saccadés, de quelqu'un qui a enfin compris sa place dans le monde. Je serrais contre moi, la seule chose qui me servait de bouclier, un lourd dictionnaire français usé, que ma mère m'avait offert avant son décès. C'était une érudite, une amoureuse des mots et de l'histoire, une âme douce, dans une maison bâtie sur de l'acier militaire. C'était elle, qui avait planté en moi cet amour des langues, qui m'avait appris que les mots avaient un pouvoir, que la compréhension était un pont. Elle avait l'habitude de me dire, « Nelly, ton esprit est une arme. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Mais, alors que j'étais assise là, mes larmes trempant les pages fines de son cadeau, j'ai réalisé que, dans cette maison, sous ce toit, mon âme n'était qu'un fardeau. Cela ne me rendait pas forte. Cela faisait de moi une cible. Cela ne me donnait aucune valeur. Cela faisait de moi une déception. Et une question, froide et tranchante, a transpercé mon chagrin. Pourquoi? Pourquoi continuais-je à me battre, pour l'approbation d'un homme, qui ne me la donnerait jamais? Pourquoi continuais-je à essayer de gagner à un jeu, qui était truqué depuis le tout début? Cette question, née des larmes d'une fille de 17 ans, est devenue le moteur de ma nouvelle vie.
Pourquoi jouer à un jeu truqué? La réponse était simple. On ne le fait pas. On s'éloigne de la table, et on construit la sienne. Après avoir obtenu mon diplôme à Georgetown, je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé directement dans l'armée, choisissant le corps de la police militaire, une voie dont je savais que mon père la méprisait secrètement pour une femme. C'était ma propre rébellion silencieuse. Ma première affectation a été Fort Drane, dans l'État de New York. Les hivers là-bas sont d'une brutalité toute particulière. Ce n'est pas seulement les fortes chutes de neige à effet de lac, qui enfouissent tout, sous une couverture d'un blanc oppressant. C'est le vent. Un vent implacable et mordant, qui descend du Canada, et semble trouver la moindre faille dans vos vêtements, la moindre parcelle de peau exposée. Mais même ce froid physique profond, n'était rien comparé à l'accueil glacial, que j'ai reçu de mes collègues. J'étais la seule femme officier de police militaire de mon unité, et la seule à posséder un diplôme, dans un domaine autre que la justice pénale. J'étais une anomalie, et ils ne me laissaient jamais l'oublier. Ils m'appelaient Georgetown, un surnom dégoulinant de sarcasme, ou pire encore, le dictionnaire. Lors de nos réunions quotidiennes, j'essayais d'offrir une analyse, sur la façon dont les nuances culturelles, ou les dialectes locaux, pourraient impacter une mission, seulement pour être accueillis, par des haussements d'épaules dédaigneux, ou des interruptions catégoriques. Mon officier commandant, un capitaine de la vieille école, qui croyait que les muscles résolvaient tous les problèmes, m'a dit un jour de but en blanc, j'ai besoin de MP capables d'enfoncer une porte, pas de ceux qui peuvent analyser de la poésie farcie. Mes affectations reflétaient leur opinion de mes compétences. J'étais relégué aux tâches les plus fastidieuses, principalement la traduction de piles de documents banals, un travail que tout le monde pensait, qu'une machine ferait mieux. J'étais isolé, mon expertise étant traitée, non pas comme un atout, mais comme un passe-temps bizarre et inutile. La solitude était une présence physique, une compagne constante dans ce paysage gris et gelé. Mais je refusais de craquer. La fille qui pleurait, pour une enveloppe tachée, avait disparu. À sa place, se tenait une femme, forgée dans un feu silencieux. J'ai pris leur mépris, et je l'ai transformé en carburant. Je ne me suis pas plainte. J'ai travaillé. J'arrivais plus tôt que tout le monde, et je partais plus tard. J'ai passé des heures dans une petite pièce sans fenêtre, à écouter des cassettes d'interrogatoire, encore et encore, pas seulement pour les mots, mais pour les hésitations, les changements de ton, les subtils indices grammaticaux qui signalaient la tromperie. J'ai utilisé mon propre argent, pour acheter des livres sur la psychologie criminelle, et la communication non verbale, construisant une bibliothèque qu'ils ne liraient jamais. J'ai créé mon propre système, une matrice unique, qui mélangeait la linguistique, l'anthropologie culturelle, et la psychologie, pour dresser le profil de nos sujets. C'était une arme que personne d'autre ne possédait, et je l'ai aiguisée en silence. La nuit, seul dans ma chambre de caserne stérile, le vent hurlant à l'extérieur de ma fenêtre, j'ai trouvé du réconfort, dans une voix différente. Je lisais les œuvres de Maya Angelou. Ces mots étaient un baume, pour les petites entailles de la journée. Son poème, Still Rise, pourtant je m'élève, est devenu mon credo silencieux. Je me le récitais, dans le noir. Vous pouvez m'abattre de vos paroles, me découper de vos regards, me tuer de votre haine, mais comme l'air, pourtant je m'élève. Je n'avais pas besoin de leur validation. J'avais juste besoin de leur prouver qu'ils avaient tort. Ma chance s'est présentée, sous la forme d'une affaire sans issue. Un réseau interne de contrebande d'armes, opérait sur la base depuis des mois, et l'enquête était complètement bloquée. Ils avaient un suspect principal en garde à vue, un entrepreneur civil, mais il refusait de parler. Après des semaines sans aucun résultat, ils ont été forcés de se tourner vers moi, en dernier recours. Le problème? Le suspect ne parlait qu'un dialecte rare de Pashtun, commun dans une vallée reculée d'Afghanistan. Ils m'ont conduite à la salle d'interrogatoire, l'air chargé de l'odeur du café rassis, et de l'échec. À l'intérieur, l'homme était assis, maussade et défiant. Je n'ai pas utilisé de menaces. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis simplement assise, et j'ai commencé à lui parler, dans sa propre langue. Je n'ai pas posé de questions sur les armes. Je lui ai parlé de chez lui. J'ai évoqué les poètes de sa région, les anciens contes populaires, que sa mère aurait pu lui raconter. J'ai vu une lueur de surprise dans ses yeux, puis, une tristesse profonde et intense. Je l'ai reconnu instantanément, cette douleur viscérale du mal du pays, le fait d'être à un monde de distance, de tout ce que l'on connaît. J'avais construit un pont vers lui,
non pas avec la pression, mais avec la compréhension. 2 heures plus tard, il avait tout avoué, cartographiant l'ensemble du réseau de contrebande. Lorsque je suis sorti de la salle d'interrogatoire, tenant la confession signée, le bureau entier a fait silence. Le cliquetis habituel des claviers, et la sonnerie des téléphones, ont cessé. Mon capitaine, l'homme qui voulait des enfonceurs de porte, a levé les yeux vers moi, depuis son bureau. Il n'a rien dit, mais pour la première fois, le sourire narquois et dédaigneux avait disparu. À sa place, se trouvait un regard de respect à contre-cœur. Ce n'était pas une médaille. Ce n'était pas une citation publique, mais c'était ma première victoire, un petit triomphe silencieux, sur une route longue et solitaire. Cette victoire silencieuse à Fort-Drin a ouvert une porte dont j'ignorais l'existence. Mon succès dans l'affaire Pashtun signifiait que mes méthodes, autrefois qualifiées d'excentriques, faisaient désormais l'objet d'un intérêt officiel. J'ai été convoqué à un briefing de haut niveau, avec l'US Army Cyber Command, pour rendre compte de mon processus. La salle de briefing à Fort Meade était un tout autre monde. Fini le pragmatisme robuste et brut de Fort-Drin, remplacé par le bourdonnement stérile et constant des serveurs, traitant les secrets de la nation. L'air était froid, sentant l'air conditionné filtré, et l'électronique chaude. Il était rempli de spécialistes de la technologie, au regard perçant, des hommes et des femmes, qui vivaient dans un monde de signaux, de renseignements, de pare-feu et de flux de données cryptées. Moi, avec ma concentration sur les nuances imprévisibles et désordonnées du comportement humain, je me sentais comme une historienne, dans une pièce remplie de physiciens, une experte analogique, dans une forteresse numérique. J'ai fait ma présentation, ma voix restant stable, alors que je leur expliquais ma méthodologie, la cartographie culturelle, l'analyse des indices paralinguistiques, le profilage psychologique basé sur le choix des mots. Quand j'ai terminé, la réponse fut une vague de hochements de tête polis et professionnels. Ils comprenaient le résultat, le quoi, mais le processus, le comment, restait une abstraction étrangère. Ils voyaient le point de données, mais pas la personne derrière. Alors que la salle commençait à se vider, un léger bruit de chaises déplacées et de conversations murmurées remplissant l'espace, une personne est restée en arrière. C'était un adjudant-chef de 3e classe, Warrant Officer 3, doté d'une présence calme et posée, qui détonnait avec l'énergie survoltée de la pièce. Il attendait patiemment, ne regardant pas son téléphone et ne rangeant pas de mallette, attendant simplement que nous ne soyons plus que tous les deux. Capitaine Ford, a-t-il commencé, sa voix calme et profonde contrastant fortement avec les tons bruyants auxquels j'étais habitué. Elias Vance, mais tout le monde m'appelle Ellie. Il ne m'a pas tendu la main, m'adressant juste un petit signe de tête respectueux. Il ne regardait pas les résultats, sur ma dernière diapositive. Il me regardait directement, moi. J'ai une question sur votre processus. Vous avez mentionné que vous avez identifié la tromperie principale du suspect, en vous basant sur l'inversion de la structure de ses phrases, lorsqu'il discutait de logistique. Ce n'est dans aucun manuel de terrain. C'est de l'art. J'ai été stupéfaite, au point d'en rester muette. Pendant des années, mon travail avait été jugé uniquement sur son produit, une confession, un renseignement. C'était un monde binaire, de succès ou d'échec. Mais cet homme, cet étranger, ne voyait pas seulement ce que je faisais. Il comprenait comment je le faisais. Il voyait le métier, la danse délicate et intuitive derrière la science. Pour la première fois, je me suis senti non seulement couronné de succès, mais véritablement vu. Merci, mon adjudant, ai-je réussi à dire, la voix un peu tremblante. Ellie, a-t-il corrigé doucement. Auriez-vous le temps de prendre un café, capitaine? J'aimerais en entendre davantage, sur votre article. Nous avons fini dans un petit restaurant en dehors de la base, le genre d'endroit avec des banquettes en vinyle rouge usé, une légère odeur de bacon dans l'air. Et une serveuse qui appelait tout le monde chéri. Autour de tasses de café noir fumant, nous avons discuté pendant des heures. C'était facile, une conversation qui coulait de source, comme de l'eau. Je me suis surprise à lui raconter des choses, dont je n'avais pas parlé depuis des années, les vieux livres de ma mère, la façon dont elle m'avait appris, que chaque langue était une clé unique pour voir le monde différemment, une façon différente de ressentir. Lui, en retour, m'a parlé de la beauté, qu'il trouvait dans son propre monde. Il a décrit l'élégance d'un code propre, le comparant à de la poésie, où chaque ligne a un but, et où rien n'est gaspillé. Il m'a expliqué comment il pouvait identifier la voix d'un pirate informatique, simplement par les modèles qu'il utilisait, la signature unique qu'il laissait derrière lui,
dans l'architecture numérique. Un codeur négligent laisse des empreintes désordonnées, a-t-il expliqué, les yeux brillants de passion. Un codeur arrogant utilise des structures inutilement complexes, pour frimer. Un paranoïaque construit des couches de diversion. Tout est là. Il suffit de savoir comment écouter. Nos mondes sont plus similaires que je ne le pensais, Ellie, ai-je dit, un petit sourire sincère se formant sur mon visage. Vous décodez les machines, je décode les gens. Nous cherchons tous les deux, la vérité cachée sous la surface. À cet instant, une connexion s'est créée, un sentiment de parenté, que je n'avais jamais ressenti une seule fois, avec mon propre frère. Avec Ellie, je n'étais pas la fille bizarre avec son dictionnaire. Je n'étais pas une déception. J'étais une paire respectée, une experte dans mon domaine, et il était la première personne à me faire ressentir cela. Quelques jours plus tard, un email de sa part est apparu dans ma boîte de réception. Il n'y avait pas de long message, juste un simple lien vers une conférence TED de Brené Brown, sur le pouvoir de la vulnérabilité. Sous le lien, il avait tapé une courte phrase. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est d'avoir peur, et d'entrer dans l'arène quand même. Il avait tout vu. Il voyait l'armure résistante, que je portais tous les jours, mais il voyait aussi la peur, que je cachais en dessous. Il comprenait la bataille silencieuse et épuisante, que je menais. Ce samedi-là, j'étais enseveli sous les traductions dans mon bureau, les lumières fluorescentes bourdonnant jusque tard dans la nuit, projetant une lueur stérile sur les piles de papier. La solitude, dans ces moments-là, était palpable, un poids dans cette pièce silencieuse. Vers 21h, la porte s'est ouverte. C'était Ellie, tenant une grande boîte de pizza au pepperoni, et une canette de coca fraîche. Je me suis dit que tu en aurais peut-être besoin, s'est-il contenté de dire. Il n'a pas donné de conseils, ni essayé de résoudre mes problèmes. Il a simplement tiré une chaise, ouvert son propre ordinateur portable, et s'est assis avec moi, dans le bourdonnement tranquille du bureau, un partenaire silencieux dans le labeur de la nuit. Sa présence était une déclaration profonde, qui parlait plus fort que n'importe quel mot. Tu n'es pas seul. C'est alors que j'ai vraiment compris. La famille n'est pas toujours une question de sang partagé. Parfois, il s'agit des personnes, qui se présentent quand vous êtes brisé. C'est celui qui voit vos cicatrices, et ne s'enfuit pas. C'est celui qui vous apporte une pizza, un samedi soir solitaire, et vous aide à recoller les morceaux de vous-même, une part à la fois. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment de grâce, où un étranger, un ami, vous montre plus de gentillesse et de compréhension, que vous n'en avez jamais connu, de la part de votre propre sang. C'était ça, Ellie. Il était le premier membre d'une famille, que je choisissais enfin consciemment pour moi-même. Les années qui ont suivi mon passage à Fordrin, ont été un tourbillon tranquille de progrès. Mon amitié avec Ellie, est devenue mon point d'ancrage. Nous étions stationnés sur des continents différents la moitié du temps, mais notre lien, forgé autour du café et du code, n'a fait que se renforcer. Professionnellement, ma réputation a grandi. Je n'étais plus la fille au dictionnaire, mais une spécialiste respectée. Mon travail a fini par m'amener au camp Eagle, en Bosnie, une vaste base américaine, nichée contre les collines verdoyantes et marquée par la guerre. J'assurais la médiation, d'une série de négociations de paix délicates, entre des factions locales rivales, un travail qui exigeait, chaque once de mes compétences et de ma concentration. C'était un travail exigeant et gratifiant. Je m'étais construit une vie, à 1000 lieues de l'ombre de ma famille. Puis, un soir, au début du mois de décembre, juste au moment où les premières décorations de Noël commençaient à apparaître autour de la base, mon téléphone satellite a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro, que je n'avais pas vu depuis des années. Le général Marcus Thorne. Mon cœur a martelé mes côtes. Un oiseau paniqué et pris au piège. Il ne m'avait jamais, pas une seule fois, appelé pendant que j'étais en déploiement. Une lueur d'espoir, stupide et têtue, s'est allumée dans ma poitrine. Un espoir que je pensais avoir éteint, il y a bien longtemps. Peut-être qu'il a entendu parler de mon travail ici, murmurait cette pensée. Peut-être qu'il est fier. Peut-être qu'après tout ce temps, il veut s'excuser. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Allô? Nelly. Sa voix était la même, un baryton d'autorité pure et non dilué, qui m'a instantanément ramené à mon enfance. Ton frère et moi sommes là. Nous avons quelque chose d'important à discuter avec toi. Puis,
Une autre voix a retenti, doucereuse et mielleuse, suintant une chaleur synthétique qui m'a donné la chair de poule. « Et, petite sœur, a dit Marc. J'ai entendu dire que tu faisais de grandes choses là-bas. » J'y ai presque cru. Pendant un instant, j'ai laissé cet espoir briller plus fort. Mon espoir était une bougie, et ils l'ont mouché d'un seul souffle. Mon père s'est immédiatement dispensé des amabilités. « Tu travailles avec une société militaire privée là-bas, Aegis Logistique. » « C'est exact ? » « Oui, ai-je répondu prudemment. Ils fournissent une partie de nos communications, et de notre soutien logistique. »« Bien, a-t-il dit. J'ai de solides relations, avec leur PDG, un homme bien. Il semblerait qu'une enquête du CID soit en préparation. Quelques allégations, selon lesquelles leur équipement ne respecterait pas les normes. J'ai senti un œuf froid se former dans mon estomac. Je savais où cela allait mener. J'ai besoin que tu influences le rapport, Nelly, a-t-il poursuivi, son ton terre à accent grave terre, comme s'il me demandait de lui passer le sel. Adoucis-le un peu. Oublie quelques-uns des détails techniques les plus compromettants. Mets l'accent sur le bilan opérationnel positif. Considère ça, comme une faveur pour la famille. J'étais sans voix. L'audace de sa demande, m'a coupé le souffle. Il ne me demandait pas seulement de mentir. Il me demandait de commettre un crime. De trahir mon serment, mon unité, et l'essence même de mon devoir d'officier, tout cela pour protéger l'une de ses relations d'affaires. Papa, ai-je balbutié, ma voix à peine audible. C'est illégal. C'est une violation du code uniforme de justice militaire. C'est un manquement à l'éthique. La chaleur, toute fausse qu'elle était, a disparu de sa voix, remplacée par un froid glacial et familier. Ne t'avise pas de me faire la morale sur l'éthique, Nelly, a-t-il cinglé. J'ai servi ce pays pendant 40 ans. Tu n'es qu'un capitaine. C'est comme ça que le monde fonctionne. Tu nous aides, nous t'aidons. N'oublie pas qui t'a donné ce nom, que tu portes sur ton uniforme. C'était une menace, dissimulée sous les traits d'un rappel. Puis Marc est intervenu, sa voix dégoulinant d'une pitié condescendante. C'est vrai, Nelly. Ne sois pas naïve. C'est ta chance de prouver enfin que tu peux être utile à cette famille, de jouer vraiment en équipe. Et voilà, la vérité était mise à nu dans leurs yeux. Je n'étais pas un officier. Je n'étais pas une spécialiste dotée de compétences précieuses. J'étais un outil, un pion sur leur échiquier, destiné à être déplacé et sacrifié pour leur propre profit. Les années de travail, les petites victoires, la vie que je m'étais minutieusement construite, tout cela ne signifiait rien pour eux. J'étais toujours et encore, la fille décevante, à qui l'on offrait enfin une chance d'être utile. Une vague de colère, chaude et pure, est montée en moi. Ce n'était pas la rage impuissante de ma jeunesse. C'était la fureur claire et concentrée d'une femme, qui connaissait enfin sa propre valeur. Les leçons d'Ellie, la force que j'avais trouvée dans ma propre solitude, le respect de moi-même, que je m'étais battu si durement pour gagner. Tout cela a fusionné, en un seul mur de détermination inébranlable. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai laissé le silence flotter dans l'air pendant un moment, les laissant ressentir le poids de ma décision. Puis j'ai prononcé une phrase, ma voix basse, claire et stable. Je refuse. Avant que l'un d'eux ne puisse répondre, j'ai mis fin à l'appel. Ma main tremblait alors que je reposais le téléphone. Mais à l'intérieur, au plus profond de mon être, quelque chose s'était apaisé. Une ligne avait été tracée. Une porte avait été violemment claquée, et cette fois-ci, c'était moi qui avais tourné la clé. La ligne était morte, mais le silence qui a suivi, était plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Je l'avais défié. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas plié, je n'avais pas craqué, je n'avais pas essayé de l'apaiser. J'avais simplement dit non. Le caractère définitif de la chose flottait dans l'air froid de la Bosnie. Je savais qu'il y aurait des conséquences. Je ne savais simplement pas, qu'elles arriveraient si vite, ou seraient si brutales. 3 jours plus tard, je dirigeais la réunion de réconciliation finale, entre les deux chefs de faction locaux. Nous étions dans une planque désignée, à la périphérie d'un petit village, un bâtiment en béton terne, choisi pour son anonymat. La tension dans la pièce, était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Mon équipe et moi étions en état d'alerte maximale. Le système de communication fourni par Aegis Logistique avait été défaillant toute la matinée,
grésillant de parasites. Soudain, une voix a percé les parasites dans mon oreillette. Ce n'étaient pas mes hommes. C'était une voix étrange parlant serbe, avec un calme effrayant. Mais les mots ne concernaient pas la réunion. Ils m'étaient destinés. Mala, murmura la voix. Petite chuchoteuse. Ton père est-il déçu de toi? De la glace a inondé mes veines. Ce n'était pas seulement mon nom de code, Whisper, un nom connu uniquement d'un groupe restreint. C'était la question, une frappe chirurgicale, dans la blessure la plus profonde et la plus intime de mon âme. Une vulnérabilité, connue seulement de ma famille. C'était un coup psychologique, un message envoyé avec une précision cruelle. Avant même que je puisse assimiler cette violation, le monde a explosé. Les fenêtres ont volé en éclats vers l'intérieur. Une pluie de verre et de bois brisés. Le rugissement assourdissant des tirs d'armes automatiques a éclaté de toutes parts. L'air s'est rempli de fumée, de cris, et de l'odeur de la cordite. Nous étions tombés dans une embuscade. Mon entraînement a pris le dessus. À terre. Riposté, ai-je hurlé, tirant les deux chefs de faction vers le sol, pendant que mes soldats se précipitaient pour se mettre à couvert. C'était le chaos. Mon équipe s'est battue avec une bravoure disciplinée, mais nous étions surpassés en nombre et en puissance de feu, coincés dans une zone de tir parfaitement exécutée. Une balle a fendu l'air, brûlant une ligne de douleur brûlante à travers mon épaule, alors qu'elle déchirait mon uniforme et ma peau. Du sang chaud a coulé le long de mon bras. À travers la brume de fumée et les tirs, une clarté terrifiante a percé ma peur. Ce n'était pas une attaque au hasard, par une faction mécontente. C'était un coup monté par des professionnels. Ils connaissaient notre emplacement exact. Ils connaissaient l'heure de notre réunion. Ils connaissaient même ma plus grande faiblesse psychologique. Quelqu'un leur avait tout donné. Quelqu'un nous avait vendus. Et dans mon cœur, je savais de qui il s'agissait. La fusillade a semblé durer une éternité. Quand les hélicoptères de sauvetage sont enfin arrivés, le martèlement de leurs pales dispersant la fumée, et repoussant les assaillants dans les bois, tout ce à quoi je pouvais penser, se résumait à deux images. Le visage froid et autoritaire de mon père, et le sourire narquois et triomphant de mon frère. C'était leur réponse, à mon insubordination. Ils ne s'étaient pas contentés de me renier. Ils avaient essayé de m'effacer. De retour au camp Eagle, les médecins ont soigné l'entaille à mon épaule. La blessure physique était propre, gérable, mais elle n'était rien comparée à la blessure de mon âme. Ils avaient essayé de me tuer, ma propre famille, pour protéger un accord commercial, pour maintenir une relation, pour punir mon insubordination. Le rapport officiel était un chef-d'œuvre de fiction bureaucratique. L'incident a été classé comme une défaillance de protocole, une conséquence tragique d'une réunion, dans un lieu compromis. En conséquence, j'allais être réaffecté pour ma propre sécurité. C'était un mensonge. J'étais exilé, envoyé dans un emploi de bureau, à Fort Belvoir, en Virginie, où je pourrais être réduite au silence et oubliée. Cette nuit-là, dans mes quartiers temporaires, je me suis tenu devant un petit miroir. J'ai regardé le reflet, qui me dévisageait. Une femme fatiguée, le visage pâle sous le choc, un pansement tout neuf, contrastant nettement avec son uniforme. Mais ses yeux n'étaient pas vaincus. Ils brûlaient. La colère bouillonnante que j'avais réprimée toute ma vie avait enfin éclaté, forgée, dans le creuset de la trahison et du feu, pour ne former plus qu'un seul objectif, froid et implacable. Avez-vous déjà été poussé si loin, trahi si profondément, que toute la peur en vous se consume, ne laissant rien d'autre qu'une détermination pure et inflexible? C'était moi, à cet instant. J'ai placé ma main sur mon cœur, sur l'uniforme qu'ils avaient essayé de transformer en linceul, et j'ai murmuré les mots de mon serment, la promesse sacrée que j'avais faite à mon pays, mais que je reformulais à présent pour moi-même. Moi, Nelly Ford, je soutiendrai et défendrai la Constitution des États-Unis contre tous ses ennemis, étrangers et domestiques. Ma voix était un murmure grave et régulier, mais c'était le son le plus puissant du monde. Et je savais, avec une certitude absolue, que mon ennemi n'était plus une menace lointaine, dans un pays étranger. Mon ennemi était domestique. Mon ennemi partageait mon sang. La vraie guerre venait de commencer. Mon exil à Fort Belvoir, en Virginie, était censé être une mort professionnelle et silencieuse. Ils m'ont donné un box gris et sans âme, dans un immense bâtiment administratif, une montagne de paperasse abrutissante, et ils s'attendaient à ce que je disparaisse.
Ils m'ont sous-estimé. Je n'ai pas vu une prison. J'ai vu un centre de commandement. Je n'ai pas perdu une seule seconde à m'apitoyer sur mon sort. Le feu de mon serment brillait trop fort pour cela. Mon premier et unique appel fut pour Ellie. Utilisant une ligne sécurisée et cryptée, je l'ai joint à son poste, en Allemagne. Ellie, c'est Nelly, ai-je dit, ma voix basse et pressante. J'ai besoin de ton aide. C'est officieux, et c'est dangereux. Je lui ai tout raconté. L'appel téléphonique de mon père et de mon frère, l'exigence de falsifier un rapport, mon refus, et l'embuscade parfaitement exécutée, qui a suivi 3 jours plus tard. J'ai tout étalé, l'effet froid et horrible. Un long et lourd silence s'est étiré sur la ligne, et pendant un instant terrifiant, j'ai craint de lui en avoir trop demandé, d'avoir entraîné mon seul ami, dans un pétrin trop vaste et trop dangereux. Puis il a parlé, sa voix étant un point d'ancrage grave et solide, dans ma tempête. Nelly, a-t-il dit, et je pouvais entendre l'acier dans son ton. Je me fiche de savoir, s'il s'agit d'un général 4 étoiles, ou du président en personne. Personne n'a le droit de faire ça, à un soldat américain. Personne. Il a fait une pause, puis a ajouté, envoie-moi tout ce que tu as. Nous allons réduire leur système en cendres. Sa loyauté était la seule lumière dans mes ténèbres. C'était tout ce dont j'avais besoin. Nous avons commencé notre guerre dans l'ombre. J'ai débuté avec la grammaire du système, exactement comme mon ancien professeur de Georgetown me l'avait enseigné. Les menteurs laissent toujours des erreurs grammaticales, dans leur narration, avait-il coutume de dire. Une structure défectueuse, un mot mal utilisé, un rythme artificiel. La vérité a une syntaxe naturelle. La tromperie, non. Mon champ de bataille consistait en des centaines de pages, de rapports de performance des équipements d'Aegis Logistique. En apparence, ils étaient parfaits, trop parfaits. Le langage était une collection stérile de jargon d'entreprise, et de termes vagues à consonance positive. Efficacité opérationnelle, performance robuste, écart logistique mineur. Tout était conçu pour ne rien dire, tout en ayant l'air impressionnant. J'ai croisé chaque rapport avec les journaux de maintenance, trouvant des dizaines d'erreurs grammaticales minuscules et dissimulées, des pannes d'équipement enregistrées comme l'erreur de l'utilisateur, des pièces endommagées répertoriées comme prévues pour un remplacement de routine. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, Ellie lançait son propre assaut. Il a commencé une plongée profonde, dans les serveurs de communication archivés, de la mission en Bosnie. Comme il s'en doutait, le registre officiel était un mensonge. Les fichiers journaux de la nuit de l'embuscade étaient signalés comme corrompus, en raison d'une erreur système. C'était une tentative de dissimulation maladroite et évidente. Mais Ellie était un fantôme numérique, un génie qui se déplaçait à travers les pare-feux et les journaux de données, avec la grâce d'un artiste. Il m'a dit plus tard, qu'une dissimulation comme celle-là, c'est comme essayer de cacher un trou dans la neige. On ne peut pas. L'absence de données est, en soi, une donnée. Il n'a pas regardé les fichiers corrompus. Il a regardé l'espace autour d'eux. Il a analysé les caches de sauvegarde du serveur, et les fragments de données résiduels. Et là, dans la poussière numérique, il l'a trouvé. Des fragments de métadonnées, qui pointaient vers un port d'accès non autorisé, ouvert et fermé, quelques heures seulement avant l'attaque. Le port a été retracé jusqu'à un serveur privé crypté. Un serveur appartenant à Aegis Logistique. Nous avons travaillé sans relâche pendant 2 semaines, alimentés par du café noir, et par une fureur froide et partagée. Nous dormions à peine, communiquant via des discussions cryptées à toute heure. Puis, à 3 heures du matin, mon téléphone a vibré. C'était Ellie. Sa voix était un mélange d'exaltation, et de rage pure. Je l'ai, Nelly. J'ai ce fils de... Il m'a envoyé un seul fichier audio, lourdement crypté. Mon cœur battait la chamade pendant que je le décryptais. C'était un enregistrement restauré du serveur d'Aegis. Il s'agissait d'un appel téléphonique, entre le PDG d'Aegis et mon frère, le Major Mark Thorne. L'appel avait eu lieu 4 heures seulement, avant que je n'entre dans cette planque. J'ai appuyé sur lecture, et la voix de mon frère a rempli le silence de ma petite chambre. Mon père a fait sa part, disait Mark, sa voix douce et confiante. La pression est mise. Maintenant c'est votre tour. Assurez-vous simplement que l'incident est suffisamment convaincant, pour la faire taire définitivement. Le PDG a murmuré quelque chose à propos des risques. Ce n'est pas un risque, a coupé Mark froidement.
C'est une solution. Mon souffle s'est bloqué. Mon monde a basculé sur son axe. Mais il y avait plus. Ellie avait trouvé un autre fichier. Il s'agissait de la copie numérique, d'un addendum de contrat, approuvant une augmentation massive de budget sans supervision, pour Aegis Logistique. L'autorisation était datée du lendemain de l'embuscade. La signature numérique au bas de la page était indéniable. Général Marcus Thorne. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, les preuves brillant sur mon écran, l'appel téléphonique, la signature. C'était la vérité, froide, tranchante et brutale. C'était la confirmation d'une trahison si profonde, qu'elle défiait l'entendement. Mon professeur avait raison. Ils avaient laissé leurs erreurs grammaticales, et je les avais toutes trouvées. Mon arme était chargée. Mais une arme est inutile, sans le bon champ de bataille. Passer par les voies habituelles, en déposant un rapport auprès de l'inspecteur général, aurait enfoui la vérité sous des mois, voire des années, de paperasserie bureaucratique. Mon père et ses puissants amis l'auraient étouffé dans l'œuf. J'avais besoin d'un autre type de stratégie. J'avais besoin d'une scène. J'ai donc fait mon dernier mouvement. J'ai compilé les pièces à conviction les plus accablantes, le fichier audio de l'appel de Marc, la signature numérique de mon père, les journaux réseaux de l'enquête des livres dans un seul résumé lourdement crypté. Je ne l'ai pas envoyé aux enquêteurs. Je l'ai envoyé directement, au seul homme dont je savais, qu'il valorisait l'honneur au-dessus de l'allégeance, le général Shepard. Le fichier était joint à un message, comportant une seule ligne. Général, l'honneur de l'armée est en péril. Pendant 3 jours angoissants, il n'y a eu que le silence. J'ai commencé à craindre d'avoir mal calculé, d'avoir présumé de mes forces. Puis, un ordre formel et concis est arrivé dans ma boîte de réception. Capitaine Ford, vous êtes requise, pour assister à la cérémonie annuelle de remise des prix au Pentagone. Aucune explication. Aucune n'était nécessaire. J'ai compris immédiatement. Le général Shepard ne se contentait pas d'accuser réception de mon message. Il préparait la scène. La cérémonie, un événement où mon père devait recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière, n'allait pas être son couronnement. Cela allait être son tribunal. Et je devais être le témoin principal. Je suis retourné dans ce même auditorium, qui avait été le théâtre de ma plus grande humiliation. L'air était lourd, de ce même sentiment de faste et de solennité, la même mer d'uniforme bleu marine et de cuivre poli, mais cette fois, je ne ressentais aucune anxiété. La fille qui voulait être invisible, avait disparu. À sa place, se trouvait une femme qui était sur le point de devenir inoubliable. J'ai marché jusqu'au siège qui m'avait été assigné, le dos droit, le regard fixe. J'ai ressenti un calme profond, à en donner des frissons. J'étais l'œil tranquille, d'un ouragan que j'avais créé. De mon siège, je pouvais les voir dans la section VIP. Mon père, à l'allure majestueuse et fière, acceptant les poignées de main et les félicitations. Mon frère Marc à ses côtés, rayonnant, s'imprégnant de la gloire réfléchie. Ils étaient totalement inconscients, sûrs de leur pouvoir, n'imaginant jamais que le pion qu'ils avaient sacrifié était sur le point de mettre les rois échecs et mat. La cérémonie a commencé. Des discours ont été prononcés. Des récompenses ont été remises. Enfin, le moment est venu. Le présentateur a appelé le nom de mon père, énumérant ses accomplissements légendaires. Il s'est avancé vers la scène, sous une ovation tonitruante. Après qu'il eut accepté sa récompense, le général Shepard, en tant qu'officier le plus haut gradé présent, s'est avancé vers le podium, pour prononcer le discours de clôture. Il a commencé par louer la longue carrière de mon père. Puis, son ton a changé. Avant de conclure, a-t-il dit, sa voix résonnant d'une autorité tranquille. Il y a une dernière question d'honneur à aborder, une question de sécurité et d'intégrité, qui nous touche tous. Un murmure nerveux a parcouru la foule. Le général Shepard a fait un geste vers l'écran de présentation géant derrière lui. Il y a eu une récente faille de sécurité en Bosnie, qui a entraîné la compromission d'une mission sensible, et la blessure d'un capitaine de l'armée américaine. Sur l'écran, un diagramme de réseau est apparu, celui qu'Ellie avait minutieusement reconstruit. Il montrait un port d'accès clair, indéniable et non autorisé, provenant d'un serveur d'Aegis Logistique. Cette faille a été délibérément dissimulée, a poursuivi Shepard, sa voix glaciale. L'écran a changé, affichant l'addendum du contrat, et cette dissimulation
a été autorisé pour protéger un contrat lucratif. Il a zoomé, sur la signature en bas de la page, Général Marcus Thorne. Un halètement collectif a balayé la salle. Le visage de mon père, projeté sur l'écran par une caméra voisine, a pris une teinte blanche effrayante. Le sourire confiant s'est évanoui, remplacé par un masque de choc pur. Mais Shepard n'avait pas terminé. Il a fait un léger signe de tête, vers la cabine technique. Et maintenant, la raison de cette dissimulation. Un son a rempli l'auditorium. Un fichier audio. C'était la voix de mon frère, froide et claire, résonnant dans la salle silencieuse. Mon père a fait sa part. Maintenant, c'est votre tour. Assurez-vous simplement que l'incident est suffisamment convaincant, pour la faire taire définitivement. L'enregistrement s'est terminé. Le silence qui a suivi, a été absolu, un vide écrasant. Chaque personne dans cette pièce, un millier de paires d'yeux, s'est détourné de l'écran, pour fixer directement mon père et mon frère, qui étaient figés sur leur siège, comme des statues dans un cauchemar. Je me suis levé de mon siège, et j'ai marché vers la scène, exactement comme on me l'avait ordonné. Je me suis tenu à côté du général Shepard, et j'ai baissé les yeux vers ma famille. J'ai vu mon frère Mark, le visage contorsionné par la panique, essayant de se lever, de parler, de formuler un démenti qui ne viendrait jamais. 2 policiers militaires en uniforme se sont matérialisés à ses côtés comme par magie, leur présence étant silencieuse, professionnelle et définitive. Puis, j'ai regardé mon père. J'ai croisé son regard, à travers la scène. Et pour la première fois de mes 35 ans d'existence, je n'ai pas vu de colère. Je n'ai pas vu de déception, ni de dédain. J'ai vu de la peur. La terreur brute et nue, d'un roi qui a été détrôné. D'un homme puissant, qui a été totalement et complètement démasqué. Le général Shepard n'a pas dit un mot de plus. Il s'est simplement tourné vers moi, et a fait un signe de tête lent et délibéré. C'était un geste de profond respect. Une reconnaissance silencieuse, d'une bataille livrée et remportée. Il m'avait rendu justice. J'ai rendu le signe de tête, un remerciement silencieux. Puis, je me suis retourné et me suis éloigné du podium, d'un pas régulier et assuré. J'ai dépassé le chaos, j'ai dépassé les chuchotements choqués, j'ai dépassé les ruines de la maison Thorne. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. L'orage était enfin terminé. La tempête était passée, laissant derrière elle un silence étrange et creux. Les jours qui ont suivi la cérémonie au Pentagone ont été un tourbillon de procédures officielles. J'ai donné mon témoignage officiel aux enquêteurs du bureau de l'inspecteur général, un récit calme et factuel des événements. Les preuves qu'Ellie et moi avions rassemblées étaient irréfutables. Le système, une fois dirigé dans la bonne direction, par un homme doté de l'intégrité du général Shepard, s'est mis en marche avec une sombre efficacité. L'onde de choc de mes actions s'est répercutée à travers toute la communauté militaire. Le nom de Thorne, autrefois synonyme d'honneur et d'héritage, était désormais murmuré avec honte et incrédulité. Je ressentais un profond sentiment de soulagement, la sensation qu'un poids écrasant avait été levé de mon âme. Mais, sous ce soulagement, il y avait un épuisement profond, à glacer les os. La guerre était terminée, mais le champ de bataille était ma propre vie, et les victimes étaient ma propre famille. J'ai eu une dernière rencontre avec mon frère. Alors que je quittais le bureau de l'enquêteur, je l'ai vu être escorté dans le couloir, par 2 policiers militaires au visage de marbre. Il était menotté, son uniforme dépouillé de ses insignes. Lorsqu'il m'a vu, son visage déjà pâle de peur, s'est contorsionné en un masque de rage pure et venimeuse. « Tu es contente maintenant, Nelly ?» a-t-il grondé, sa voix n'étant qu'un grognement bas et guttural. Les MP ont resserré leur étreinte sur ses bras. « Tu as détruit cette famille. Entièrement. Ça a toujours été toi, n'est-ce pas? Juste une petite garce jalouse et égoïste, qui ne supportait pas de me voir réussir. » Ces mots, qui autrefois m'auraient transpercé jusqu'au cœur, ressemblaient désormais à des pierres jetées contre le mur d'une forteresse. Ils ont rebondi, impuissants. Je l'ai regardé, lui, l'homme qui était mon frère, et je n'ai ressenti qu'une pitié froide et vide. « Non, Mark, ai-je dit, ma voix calme et posée. Je n'ai pas détruit notre famille. J'ai juste dit la vérité. Toi et papa avez tout détruit, tout seul. » Je me suis retourné et je me suis éloigné, sans me retourner, ces cris furieux et impuissants s'évanouissant derrière moi.
Mon père n'a pas été arrêté immédiatement. Son rang, et ses décennies de service, lui accordaient un certain niveau de courtoisie procédurale, mais sa carrière était terminée. Sa réputation était brisée. Son héritage était réduit en cendres. Il a demandé à me voir. J'ai accepté une dernière rencontre, non pas pour lui, mais pour moi. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille d'Arlington, un endroit avec de grandes fenêtres, qui donnait sur un ciel gris et couvert. Il avait l'air vieux. L'autorité de fer s'était effondrée, laissant derrière elle un homme voûté et fatigué, qui semblait avoir vieilli d'une décennie en l'espace de quelques jours. Il était assis, remuant une tasse de café noir, les mains tremblant légèrement. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas admis ses torts. Il n'a même pas croisé mon regard très longtemps. Au lieu de cela, il a fait glisser une petite boîte en velours noir, sur la table. « Nelly, a-t-il dit, la voix éraillée, brisée. C'est ma bague de West Point. Je veux que tu l'aies. » Il a finalement levé les yeux, le regard implorant. « Oublions. Oublions tout ça. Nous sommes toujours une famille après tout. » C'était son dernier mouvement sur l'échiquier, une ultime tentative désespérée de manipulation. Il m'offrait le symbole suprême, de cet héritage qu'il m'avait toujours refusé. Un pot de vin pour acheter mon silence, mon pardon. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait que le prix que j'avais toujours voulu, c'était son approbation, son monde, sa bague. Il n'avait jamais réalisé, que tout ce que j'avais jamais voulu, c'était un père. J'ai doucement repoussé la boîte sur la table, vers lui. Je n'en ai pas besoin, général, ai-je dit, et le titre formel m'a semblé à la fois étrange et libérateur sur la langue. C'était la frontière finale, un mur que je construisais brique par brique. L'honneur ne réside pas dans un morceau d'or. Il est dans nos actions. Et vos actions, ainsi que celles de Marc, ont failli me faire tuer. Je me suis levé de table, ma chaise produisant un léger bruit de frottement sur le sol. Les quelques clients du café n'ont pas levé les yeux. J'espère qu'un jour vous comprendrez cela, ai-je dit, ma voix étant douce mais ferme. Mais je ne peux pas attendre ce jour. À partir de maintenant, je vis ma propre vie. Je vous souhaite bonne chance, monsieur. Je me suis retourné, je suis sorti du café, pour retrouver l'air froid, et je n'ai pas regardé en arrière. Une vague de soulagement m'a envahi, si puissante qu'elle m'a presque mise à genoux. Mais elle fut suivie, par un pincement de chagrin aigu et douloureux. Le membre fantôme d'une famille, qui n'était plus là. J'avais perdu un père et un frère. J'avais perdu la famille dans laquelle j'étais né. Mais en marchant dans la rue, sentant l'air froid de Virginie sur mon visage, j'ai su avec une certitude, qui s'est installée au plus profond de mes os, que je m'étais enfin, véritablement trouvé. Les conséquences de ma guerre ont été silencieuses. Après les tribunaux, les renvois pour conduite déshonorante, et les peines de prison, un profond silence est tombé sur la maison Thorne. Le nom de mon père a été retiré des bâtiments, ses portraits enlevés des couloirs d'honneur. Son héritage, la chose pour laquelle il avait sacrifié sa propre fille, était retournée à la poussière. Je n'en tirais aucune joie, seulement un sentiment de paix profond et tranquille. Les lourdes chaînes des attentes et des déceptions, qui m'avaient lié, avaient fini par rouiller, puis par tomber. J'étais libre. J'ai choisi de laisser derrière moi, le monde à haut risque des opérations sur le terrain. Sur les conseils du général Shepard, j'ai accepté un poste d'enseignante à l'école de la police militaire de l'armée américaine, à Fort Leonard Wood, dans le Missouri. C'était un monde de collines verdoyantes et de jeunes soldats sérieux, un monde à l'opposé des arêtes vives de Washington D.C., et des fantômes de Bosnie. On m'a chargé de concevoir et de diriger un nouveau programme, l'engagement interculturel stratégique. Mon propre petit coin de l'armée, bâti sur des fondations d'empathie. Lors de mon premier jour, alors que je m'avançais vers mon nouveau bureau, j'ai vu une petite plaque en laiton poli sur la porte. Mon nom n'y figurait pas. Il y était simplement écrit « La chambre des chuchotements ». C'était un cadeau discret d'Ellie. Je suis resté là, un long moment, un sourire lent et sincère s'étendant sur mon visage, pour la première fois, depuis ce qui me semblait être des années. Mon héritage ne serait pas un nom de code, chuchoté dans l'ombre des opérations de renseignement. Ce serait une salle de classe, un endroit pour transmettre ce que j'avais appris, pour m'assurer qu'aucun jeune officier ne serait jamais amené à croire que son intellect est une faiblesse, ou qu'une arme qui ne tire pas de balle est inutile. Lors de mon premier cours, je n'ai pas commencé par la grammaire ou le vocabulaire.
J'ai commencé par une histoire, une version modifiée et anonyme, d'une mission qui a failli échouer, à cause d'un simple geste culturel mal compris. Je leur ai appris à écouter, non seulement les mots, mais aussi les silences. Je leur ai appris comment regarder dans les yeux de quelqu'un, et y voir l'histoire qu'il ne raconte pas. Après le cours, une jeune femme spécialiste, à l'esprit vif et aux yeux brillants, est restée après les autres. Capitaine, a-t-elle dit, la voix remplie d'une révérence tranquille. Merci. C'était. Personne ne nous a jamais dit que l'empathie pouvait être une tactique. À cet instant, en voyant l'étincelle de compréhension dans ses yeux, j'ai su que j'avais trouvé mon véritable but. Je n'avais pas seulement gagné ma propre guerre. J'armais maintenant une nouvelle génération de soldats, avec les armes de la compréhension. Des armes qui pouvaient construire des ponts, au lieu de se contenter de détruire des ennemis. Mon processus de guérison a commencé là, dans les bois paisibles du Missouri, nourri par les paroles d'Ésaïe, que ma mère avait l'habitude de me lire. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. 1 an plus tard, un petit paquet est arrivé à mon bureau. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture élégante et bouclée de ma tante. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres, pas d'explication, juste une seule photographie fanée. C'était moi à 10 ans, assise par terre dans notre ancienne maison de Fort Riley. Complètement absorbé dans le dictionnaire français, que ma mère m'avait offert. Mon visage était un masque de pure concentration, et de joie. J'ai retourné la photo. Ma tante avait écrit un petit mot au dos. Ton père m'a demandé de t'envoyer ça. Il n'a rien dit d'autre, si ce n'est que c'est ainsi, qu'il veut se souvenir de toi. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas une absolution, mais c'était une reconnaissance, un aveu silencieux, envoyé par l'intermédiaire d'un tiers, que la petite fille avec ses livres, avait, à sa manière, gagné. Que son chemin, celui qu'il avait méprisé et ridiculisé, recelait une force qu'il n'avait jamais comprise. J'ai pris une punaise, et j'ai accroché la photographie au tableau de liège de mon bureau, juste à côté de la plaque en laiton, qui indiquait la chambre des chuchotements. Les 2 héritages, côte à côte. J'ai regardé le visage de cette petite fille et, pour la première fois, je n'ai pas ressenti la morsure de sa solitude. Je n'ai ressenti que de la fierté. J'avais guéri, non pas en leur pardonnant, mais en me pardonnant enfin et totalement à moi-même, d'avoir cru, un jour, que je n'en valais pas la peine. Mon histoire a trouvé sa fin paisible, non pas dans la vengeance, mais dans la redécouverte de ma propre valeur. Mais je sais que mon parcours n'est pas unique. Tant d'entre nous ont mené des batailles silencieuses, se sentant ignorés ou invisibles, aux yeux de ceux qui auraient dû nous chérir le plus. Je veux vous demander, quel a été le moment où vous avez réalisé que vous deviez vous choisir vous-même? Quel a été le premier pas que vous avez fait sur votre propre chemin? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si des histoires de force et de résilience comme la mienne résonnent en vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Votre voix compte, et vous n'êtes pas seul.